première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardai pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable, et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardai alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds tout ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 autres étaient tombés, sur cette corne, qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres, je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles.
Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, je changeai de couleur et je conservai ces paroles dans mon cœur. De l'économie maintenant avec Claire Bonichon. Claire, on commence avec un point sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant ? Eh bien, en Europe, c'est le rouge qui domine à l'ouverture ce matin. Les bourses européennes qui ont ouvert il y a quelques minutes marquent le pas après leur rebond d'hier. Vous le voyez, baisse pour le CAC 40 de 0,40% à Paris. Même chose pour le DAX à Francfort et baisse de 0,10% pour le FTSE à Londres. Un accord entre la Grèce et ses créanciers ne semble pas si proche qu'espéré. On voit ça en détail dans quelques instants. Et en Asie, Hong Kong et Shanghai terminent la séance en forte baisse. Très forte baisse à Shanghai, vous le voyez, de plus de 6%. Certains indices décrochent brusquement depuis quelques instants. La bourse de Tokyo, elle a enregistré aujourd'hui une 10e hausse d'affilée, une série inédite depuis février 1988. La séance à Tokyo a été marquée aujourd'hui par un dollar en très forte hausse par rapport au yen. Le billet vert a atteint un plus haut de 12 ans en dépassant les 124 yens. Et cette tendance a évidemment profité aux groupes exportateurs nippons. C'est impressionnante cette chute à Shanghai en ce moment. On suivra ça. On parle du dossier grec à nouveau, puisqu'Athènes affirme qu'un accord avec ses créanciers est maintenant sur la table. Oui, Athènes a affirmé que les équipes techniques de négociation avaient commencé à rédiger un accord, et ce, malgré des divergences persistantes avec ses créanciers. L'accord favorable à Athènes n'inclurait ni coupe dans les pensions, ni coupe dans les salaires, mais une restructuration de la dette et une réforme de la TVA. Écoutez le chef du gouvernement grec, Alexis Tsipras, très optimiste. Nous avons fait beaucoup de chemin. Nous sommes proches de la ligne d'arrivée. Cet accord sera positif pour l'économie grecque. Il va répartir le fardeau. Mais la plus grande prudence s'impose, car du côté de l'Union européenne, on ne confirme pas le début de rédaction d'un accord, d'autant que jusqu'ici, les créanciers ont toujours refusé une restructuration de la dette du pays. Et hier soir, en marge du G7 qui se tient à Dresde en Allemagne, le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, a même estimé que les discussions, je cite, n'avaient pas beaucoup avancé.
Et le temps presse, car la Grèce, je vous le rappelle, doit plus d'1,5 milliard d'euros au Fonds monétaire international le mois prochain. L'actualité des entreprises en bref, c'est notamment Drivey qui poursuit son expansion. Oui, le français leader de la location de voitures entre particuliers a annoncé le rachat de l'allemand Autonetzer. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Drivey réalise ainsi sa 3e acquisition en 2 mois et vise 3 millions d'utilisateurs en Europe d'ici à 3 ans. Et dans certaines voitures de General Motors, il y aura dès cet été les systèmes multimédia Apple et Google. Une fois que le conducteur aura activé la connexion, le système qui correspond au système d'exploitation mobile va transformer l'écran de bord du véhicule en son smartphone. Et enfin, près d'1 demi-million de voitures Ford rappelées pour 2 types d'anomalies. Un problème avec le système de direction assistée et un problème de surchauffe. Problèmes qui ont pu entraîner 4 accidents légers sans faire de blessés. Ford a effectué ce rappel sous la pression des autorités américaines. Allez, on part maintenant au Danemark. Le Danemark, avec cette info surprenante, dans le pays, il pourrait bientôt ne plus y avoir d'argent liquide. Oui, alors concrètement, d'ici 2016, il se pourrait qu'il ne soit plus possible de régler ses achats avec de l'argent liquide, avec du cash chez certains commerçants danois. C'est en tout cas la proposition que vient de faire le gouvernement pour réduire les coûts de transaction, une mesure qui ne fait pas l'unanimité au sein de la population. Christophe Dansette. Sur ce marché de Copenhague, on doit payer ses légumes ou son fromage avec des couronnes. Souvent, pas d'autres moyens de paiement, ce qui parfois peut porter préjudice aux commerçants. Nous perdons beaucoup de clients, ils n'ont pas de liquide, ils doivent aller à la banque et en fait ils ne reviennent jamais. Donc c'est dur pour nous. Car les Danois ont pour beaucoup perdu l'habitude d'avoir des billets et des pièces dans leur poche. Le pays est leader européen avec la Suède des paiements par carte bancaire, même de petites sommes. Et près d'un tiers des habitants utilisent également leur téléphone comme moyen de paiement avec PayPal, Google Pay ou encore MobilePay, l'application de la principale banque danoise. Des pratiques qui pourraient devenir encore plus communes car le gouvernement souhaite autoriser certains magasins comme les stations-service ou les restaurants à refuser les paiements liquides, et ce dès 2016. Une proposition qui rencontre cependant une certaine opposition dans la rue. C'est pratique, mais on ne pourra jamais faire entièrement sans cash. Ce n'est pas possible. Il y a une population âgée qui n'est pas encore habituée au paiement par carte. La proposition doit encore être approuvée par le Parlement. Selon des spécialistes, l'absence de paiement liquide permettrait aux commerçants de gagner en efficacité et d'éviter des vols. Aujourd'hui, votre canette de soda et la mienne ont le même code barre. Avec les étiquettes RFID, chaque canette aura son numéro individuel et unique. Pas un objet sur Terre n'aura le même numéro. Quand j'achète une paire de chaussures, on peut savoir que l'article 308-247 correspond à la chaussure droite de Catherine Albrecht, car elle l'a payée avec sa carte de crédit à telle date et à tel endroit. Dans l'avenir, je pourrais être pistée. Si l'un des lecteurs d'identification RFID lit ce numéro, on verra qu'il correspond à ma chaussure droite qui se trouvait à tel ou tel endroit. On saura ainsi qu'il y a de fortes chances que je portais bien cette chaussure à cet instant T. Nous avons limité l'utilisation de la RFID concernant l'étiquetage des marchandises. Nous la refusons. On ne doit pas pouvoir mettre des étiquettes sur des marchandises que les gens achètent, portent, louent ou utilisent de quelque manière que ce soit. Cela risquerait de poser de sérieux problèmes. Le problème, c'est la possibilité effectivement de doter des personnes de puces, je l'espère avec leur consentement. Et à ce moment-là, le problème qui se pose, c'est effectivement de savoir si nos concitoyens pensent qu'il est justifié, j'ai vu qu'en Espagne, par exemple, ça se faisait, de se faire implanter par une seringue, une puce RFID pour entrer dans un club, un établissement quelconque. Nous sommes les premiers au monde à avoir utilisé la puce comme moyen d'accès à une zone VIP et comme moyen de paiement aussi. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Baja Beach Club. J'ai implanté un peu plus de 90 personnes. Ils te mettent la seringue comme ça et ça fait un plip.
On le voit, c'est comme un petit grain de riz blanc qui rentre sous la peau. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. Là, il y a une sorte de piston. Une fois que l'aiguille est enfoncée sous la peau, on appuie sur le piston qui, grâce à un dispositif de sécurité, place la puce sous la peau de manière à ce qu'elle ne puisse pas remonter. On n'a pas besoin d'amener d'argent, de présenter de carte d'identité, ni quoi que ce soit, puisqu'il t'identifie avec le lecteur. C'est plutôt pratique. Les données contenues sur la puce, je crois que c'est mon nom, un numéro de contact, mais ça, j'en suis pas sûre. Et le seul qui me reste. C'est comme un tatouage invisible. Les gens me disent qu'ils ne s'implanteraient pas une puce, mais moi je suis sûre qu'un jour ils en auront tous une sous la peau. Nous allons bientôt installer un lecteur de puces devant la porte d'entrée du club pour que les clients puissent entrer et sortir tout seuls, comme s'ils étaient chez eux, sans avoir besoin de passer à chaque fois devant un portier. C'est une façon très VIP de rentrer en boîte, sans avoir besoin de parler à personne. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit. Il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Pour la première fois, un dispositif électronique peut être encapsulé et implanté dans le corps humain sans risque ni effet secondaire. Rien qu'à Mexico, on dénombre 1 millier de personnes implantées, principalement pour des raisons médicales. Si j'ai par exemple un accident, les urgences ou les médecins de l'hôpital qui m'accueillent ont juste à appuyer sur le bouton qui est ici pour récupérer automatiquement un numéro spécifique et unique de 16 chiffres. Relié à une base de données, ce numéro permet d'accéder aux données personnelles du patient, à son identité, comme son nom, son âge, son état de santé, ses antécédents, le type d'assurance dont il dispose, les données personnelles qui prévenir en cas d'urgence. Les implants et l'utilisation de ce dispositif existent depuis 2004. Nous avons donc déjà pas mal d'hôpitaux équipés, des assurances, également des cliniques privées, des consultants et des médecins privés. Je n'ai aucun doute, nous allons assister très prochainement à une violente explosion du marché de la RFID. Dans le futur, et je parle d'un futur très proche, on peut imaginer des applications avec des puces qui contiendront toutes tes informations personnelles, ton passeport. À Mexico, par exemple, où nous travaillons avec l'Institut fédéral électoral, la puce pourra servir à la fois de carte de lecteur, de carte de crédit.
On peut aussi imaginer implanter une puce sur un enfant ou un adulte et installer des lecteurs un peu partout dans la ville, dans les boutiques, les édifices publics, etc. Au moment où la personne implantée passera à proximité d'un de ces lecteurs, le dispositif détectera automatiquement sa présence, lui transmettra l'information à une base de données qui permettra de localiser la personne en temps réel. Mexico a été précurseur sur cette technologie, grâce à une entreprise mexicaine et des ingénieurs mexicains pour des applications au Mexique. Pour localiser les membres de la famille qui pourraient être éventuellement victimes d'enlèvement. Ils m'ont d'abord emmené dans la bagnole et puis après ils ont commencé à me palper. Alors je dis pourquoi tu me palpes? Oh ben on veut savoir si tu n'as pas un appareil où on puisse te détecter de n'importe où par satellite. Ici même à Mexico, les entreprises qui investissent dans ce type de puces implantables les offrent carrément, gratuitement. Et nous savons que les gens qui ont peur d'être victimes d'enlèvement, ceux que nous appelons les séquestrables, utilisent déjà la puce implantable. La prochaine étape à court terme sera la combinaison de la technologie RFID et du GPS. Si vous êtes menacé, vous appuyez sur le bouton d'urgence de cet appareil de localisation qui n'est autre qu'un objet du quotidien. En appuyant sur le bouton, vous déclenchez en 7 secondes une alarme et un appel téléphonique qui retentissent ici dans nos bureaux et provoquent automatiquement une réaction de nos services pour vous localiser avec une marge d'erreur de moins de 12 mètres. Le RFID et le GPS sont deux technologies qui ont déjà commencé à converger. À moyen terme, il y aura beaucoup plus de produits qui combineront ces deux technologies. Dans les années à venir, le développement du GPS et du RFID amènera de nouvelles applications qui répondront à de nouveaux besoins. Le plus probable, c'est que dans un futur très proche, on puisse implanter dans le corps humain une puce RFID équipée d'un GPS. Pour l'instant, les gens utilisent cette technologie pour des raisons sécuritaires et de tranquillité. Mais je ne peux pas affirmer que ça ne changera pas, pourvu que nous ne connaissions jamais plus une situation comme celle de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la technologie a été utilisée contre l'humanité. Si c'était le cas, cela pourrait recommencer, c'est une possibilité. Quand les spécialistes de la RFID, de la vente ou ceux qui travaillent dans le domaine de la surveillance parlent du futur, ils parlent d'un monde dans lequel à chaque fois que vous franchirez une porte, que vous vous promènerez dans un parc ou que vous vous baladerez dans la rue, un ordinateur quelque part vous regardera. Il enregistrera chacun de vos mouvements et conservera des informations sur tout ce que vous portez et utilisez, jusqu'au point de connaître la taille et la couleur de vos sous-vêtements. Cette vision du futur que les partisans de la RFID nous imaginent me paraît effrayante. Dans ce futur, il n'y aura plus de confidentialité. Nos enfants grandiront sans même savoir ce qu'était l'intimité. Malheureusement, quand vous autorisez ce type de surveillance, alors ceux qui collectent l'information ont le pouvoir. En fin de compte, cela permet aux sociétés les plus influentes et aux gouvernements de pouvoir en abuser et de l'utiliser contre la population. On entre dans une société où aujourd'hui on peut être surveillé par une caméra, on peut être écouté. Par la biométrie, on va pouvoir déterminer vos passages à tel ou tel endroit parce que vous en laisserez la trace.
Et par l'utilisation des puces, par la géolocalisation, on peut tracer des personnes à distance. On sait où elles se trouvent, etc. Pris isolément, chacune de ces technologies est probablement maîtrisable. Mais personne ne sait dans quel type de civilisation nous nous retrouverons dans 10 ou 15 ans, lorsque tous ces systèmes-là se seront mis en marche, se conjugueront, se combinant. D'autant plus qu'il faudrait ajouter à cela toutes les législations nouvelles en matière de sécurité, de lutte contre la criminalité, le terrorisme, qui chacune mettent en place des usages nouveaux de ces technologies, qu'il faudrait donc aussi envisager en même temps que les technologies elles-mêmes. Donc la difficulté, elle est là. Quel type de société ça nous donne dans quelques années? Le respect de l'autorité physique est l'une des valeurs fondamentales défendues par la Ligue des droits de l'homme. Elle s'inquiète du développement de ces technologies implantables et se demande où cela peut vraiment mener. Pour le collectif belge de résistance à la puce, ses membres ne cachent pas leurs inquiétudes. C'est un ensemble de données finalement qui seront concentrées sur une petite puce, lisible à distance par des systèmes que démocratiquement on n'a pas encore dit comment on va maîtriser. Et chose extraordinaire, ces systèmes utilisent des ondes électromagnétiques dont on connaît de plus en plus de dangers maintenant. Alors vous ne croyez pas qu'il est temps de dire stop? Une puce RFID implantée est similaire à un bracelet électronique. C'est un émetteur-récepteur avec une antenne qui émet une dose d'irradiation importante en rayonnement micro-ondes. Comme pour le téléphone portable, cette antenne possède une zone dangereuse dite de sécurité qui ne doit pas être au contact des tissus vivants. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. La zone de sécurité de l'irradiation en hyperfréquence micro-ondes de l'antenne émettrice omnidirectionnelle d'une puce RFID implantée est d'environ 1 mm. En conséquence, cette irradiation est directement au contact des tissus humains dans le cas d'une implantation sous-cutanée. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Alors que penser de ces implants ludiques auxquels certains s'adonnent dans l'idée d'apparaître parmi les branchés des injections pour le moins artisanales, réalisées dans des studios de tatouage, des arrière-cours ou des boîtes de nuit. Et elle inquiète d'autant plus que la puce, une fois implantée, est très difficile à enlever, à moins de pratiquer une opération chirurgicale. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. La notion du rapport dose sur temps d'irradiation est fondamentale dans le cas d'une implantation sous-cutanée d'une puce RFID. Normalement, une puce fait des sauts de 50 cm de haut environ. Mais peut-on dresser une puce savante à ne plus se sauver? Jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était une grande attraction. Et en fait, c'est tout simple. On place la puce dans un petit verre et on met un couvercle dessus. La puce saute maintenant constamment contre ce couvercle et se blesse le crâne. Après 3 heures environ, la puce accepte de ne plus sauter que jusqu'au-dessous du couvercle. À ce moment-là, on peut enlever le couvercle car jamais plus la puce ne sautera plus haut que le bord du verre. Elle a accepté les limites parce qu'elle croit qu'elle ne peut pas sauter plus haut. C'est peut-être une comparaison amusante, mais les hommes et les puces semblent avoir le même type de comportement. Au cirque de l'humanité globale, il y a aussi de tels couvercles au moyen desquels les dompteurs élitaires limitent les gens. Il semble par exemple que les couvercles de la désinformation et de la surveillance soient déjà acceptés. Est-ce que le couvercle de la surveillance totale par puce RFID implantée, qui devient à la mode, est de la même sorte? RFID est un sigle anglais qui signifie identification par radiofréquence, ce qui veut dire un système émetteur-récepteur pour une localisation précise. Selon les concepteurs de la puce RFID, l'homme n'aura bientôt plus sa carte d'identité dans la poche, mais sous la peau. Ce qui paraît pour beaucoup être un cauchemar de surveillance a commencé depuis longtemps. Dans le monde entier, des milliers de personnes se sont déjà fait implanter des puces RFID.
Déjà en 2004, 168 collaborateurs du Centre national d'information du Mexique se sont fait implanter sous la peau une puce RFID qui ne peut apparemment pas être retirée. D'un côté, le collaborateur a accès à la zone de haute sécurité avec la puce RFID, mais d'un autre côté, tous ses faits et gestes peuvent aussi être surveillés partout. L'implant de la puce RFID permet le repérage du collaborateur en tout temps et en tout lieu où il y a des appareils de lecture placés dans les parages et éventuellement dissimulés quelque part. Ces appareils de lecture peuvent aussi être mobiles et disposer du GPS, de sorte qu'ils peuvent enregistrer le lieu et le temps de la prise de contact avec la puce RFID. C'est aussi pour cela que des parents riches d'Amérique du Sud ont fait équiper leurs enfants de puces RFID par crainte d'enlèvement. Pour des délinquants, ces implants sont utilisés en remplacement des bracelets électroniques, en combinaison avec un émetteur, pour les surveiller là où ils se trouvent. Les implants de puces RFID sont aussi utilisés dans le domaine médical, par exemple chez les patients atteints de démence. La puce est aussi rendue attrayante pour les jeunes. Les clients du Bahia Beach Club à Barcelone et du Bar Soba de Glasgow, par exemple, reçoivent un accès privilégié s'ils se sont fait pucer par un médecin de la discothèque. Christy Ball, sociologue à l'université de Milton Keynes en Grande-Bretagne, a dit à ce sujet: « Le germe de la technologie a été posé, et celle-ci va se répandre dans un avenir proche. Si nous ne nous réunissons pas en tant que peuple pour en démontrer les dangers, et si nous n'y opposons pas un non catégorique. »